On n'en parle pas sur Wall Street, pas un mot dans les gros titres. Mais certaines des plus grandes entreprises américaines sont en train de faire leurs valises. Et leur destination ? Le Canada. Entre allègements fiscaux, bouleversements politiques et raisons plus profondes encore, un changement discret mais massif est en cours. Les médias ferment les yeux, mais ici, on va creuser. Et tu risques d'être surpris par les noms qui s'y trouvent, et encore plus par les vraies raisons de leur départ. Numéro 6, Coca-Cola. Qui aurait cru que la star des sodas américains allait tourner le dos aux États-Unis comme un ex-toxique ? Coca-Cola, ce symbole rouge et blanc des matchs de baseball, des après-midi d'été et des barbecues en famille, est en train de se faufiler discrètement de l'autre côté de la frontière. Pas de communiqué, pas de discours d'adieu. Juste comme ça, hop, une nouvelle usine d'emballage surgit en Ontario, des contrats pour l'aluminium signés au Québec. Pourquoi ? À cause des droits de douane qui ont frappé de plein fouet les importations d'aluminium aux États-Unis. Résultat, les canettes ont vu leur coût s'envoler. Face à l'alternative entre perdre des milliards ou trouver une échappatoire, Coca a choisi la deuxième option. Direction, le Nord, sans faire de bruit. Et ne crois pas que c'est juste une histoire de boîte en métal. Ce sont aussi des emplois qui disparaissent des usines américaines, sans faire de bruit. Les prix à la consommation grimpent, et sans t'en rendre compte, ta prochaine canette de Coca, Made in USA, pourrait bien avoir été produite au Canada. Et là, on parle quand même de Coca-Cola, l'icône absolue de l'Amérique. Si même eux décident de partir pour économiser quelques milliards, qui sera le prochain à suivre le mouvement ? Ford, McDonald's, ou même Katy Perry ? Reste avec moi, parce que ce qui suit est encore plus frappant que quelques bulles de soda. Numéro 5, General Motors. Souviens-toi du temps où General Motors, c'était sacré. La fierté de Détroit, l'incarnation du rêve américain. Ton grand-père a peut-être bossé sur des Buick, ton oncle roulait en Chevy, et à chaque Thanksgiving, il y avait quelqu'un à table avec un chèque signé GM. Mais en 2025, ce géant est en train de s'écailler, un peu comme la peinture d'un vieux pick-up abandonné. Et pourtant, personne ne sonne l'alerte. On s'attendrait à ce que GM, pilier de l'industrie auto, se batte jusqu'au bout. Mais surprise, pas de résistance. Ils prennent un virage tout en douceur, direction le Canada. Pendant que les Américains s'étonnent du prix délirant de leur nouvelle voiture, GM, lui, avance ses pions en Ontario. Et attention, ce n'est pas un déménagement express. C'est une stratégie bien pensée, mise en place étape par étape. Premier mouvement, les pièces détachées. GM ne construit pas ses voitures tout seul. Il faut des milliers de composants, de centaines de fournisseurs. Mais les droits de douane, eux, ont frappé comme un coup de batte en plein ventre. Les coûts ont triplé, surtout avec les taxes sur l'acier et l'aluminium, montées à 50% sur les produits canadiens d'ici mi-2025. Résultat, la chaîne d'approvisionnement américaine est devenue un gouffre financier. Sauf que vendre une voiture, ce n'est pas comme gonfler le prix d'un soda. Personne ne sort 40 000 $ sur un coup de tête. Alors quand la demande s'est effondrée, GM n'a pas hésité longtemps. Ils ont murmuré, et si on tentait le coup au Canada ? Premier signal, une pluie d'investissements là-bas. Depuis 2020, plus de 2,6 milliards de $ ont été injectés dans GM Canada. Ça a l'air anodin, mais quand tu regardes de plus près, tu vois un gros virage électrique à Sainte-Catharine, des unités de propulsion EV en construction, et même une giga-usine de matériaux pour batteries au Québec, en partenariat avec POSCO. On ne parle pas de diversification ici, mais bien d'un plan d'évasion sur le long terme. Et pendant que tout ça se monte là-haut, que se passe-t-il aux États-Unis ? Les usines tournent au ralenti, certaines fermant carrément. L'usine de Camille, à Ingersoll, a dû licencier environ 1200 personnes en avril 2025, le temps de reconfigurer pour les modèles de demain. Traduction. On ferme pour l'instant, et on verra si on vous rappelle. Mais soyons honnêtes, ce genre d'appel ne revient presque jamais. Et ce n'est pas tout. Pendant que les machines s'arrêtent aux États-Unis, GM embauche à tour de bras au Canada. Des centaines de postes qualifiés dans les domaines de l'électrique, des logiciels intelligents et de l'automatisation sont créés à Ontario et au Québec. Le prochain centre d'innovation GM ? Spoiler, il ne sera pas à Détroit. Ne te laisse pas berner par les beaux discours des PDG. Sur le papier, GM reste pro-américain. Mais dans la réalité, chaque dollar investi au Canada est un dollar qui ne construira plus l'avenir à Flint, à Toledo ou à Détroit. Et quand on gratte cette fondation, usine après usine, contrat après contrat, ce sont des villes entières qui dépérissent. Les écoles perdent leurs élèves, les commerces ferment, les maisons perdent leur valeur. Et l'espoir s'évapore comme de la buée sur un pare-brise. Et le plus frappant, c'est que ce n'est ni politique ni temporaire. C'est une équation froide, rapidité,
rentabilité, stabilité. Si le Canada offre un terrain plus simple, plus économique et sans paperasse étouffante, pourquoi rester fidèle à un marché américain chaotique? Alors oui, tu verras encore le logo GM briller sur les concessions du Texas ou de l'Ohio. Mais ce qu'il y a derrière, l'ingénierie, les batteries, les cerveaux se développent de plus en plus au nord du 49e parallèle. Ce n'est pas de la trahison. C'est juste du business. Mais si même GM, le monument de l'automobile américaine, commence à traverser la frontière en douce, imagine la suite. Les petites entreprises, elles, ne vont pas marcher. Elles vont courir. Ta prochaine voiture, Made in USA, sortira peut-être d'une ligne de production canadienne. Et là, les États-Unis ne perdent pas juste une entreprise, ils perdent un symbole. Et si tu crois que c'est déjà gros, attends la suite. Abonne-toi, lâche un commentaire, parce que ce n'est que le début. D'autres noms vont te faire tomber de ta chaise. Numéro 4, Alcoa Corporation. Personne n'en parle, rien dans les journaux, aucune alerte. Et pourtant, à chaque tonne produite, un changement profond est en train de s'opérer. L'aluminium, celui qu'on retrouve dans nos canettes, nos carrosseries, nos avions, nos réfrigérateurs, nos immeubles, commence de plus en plus à porter l'étiquette « Fabriqué au Canada ». Et derrière tout ça, il y a Alcoa, pilier de l'industrie américaine depuis plus de 100 ans, qui glisse tranquillement vers le nord. Sans fracas, sans conférence, sans barreau d'honneur. Mais attention, ce n'est pas juste un déménagement d'usine pour faire quelques économies. Non, c'est une séparation lente, méthodique, presque chirurgicale. En 2025, Alcoa a encaissé une triple claque. D'un côté, des prix de l'électricité qui explosent aux États-Unis. De l'autre, des fonderies vieillissantes qui peinent à suivre. Et en prime, un joli cadeau du gouvernement américain. Une taxe de 25% sur l'aluminium importé. Oui, tu as bien lu. L'Amérique se tire une balle dans le pied. Alors qu'a fait Alcoa? Ce que ferait n'importe quel géant blessé. Ils ont pris la tangente, direction le Canada. Pas de tapage, pas de gros titres. Juste un ralentissement discret à Houston, pendant que Montréal s'active. Une équipe supprimée au Texas, pendant que de nouveaux camions roulent vers le Québec. Un projet d'1 milliard pour moderniser la fonderie de Bécomo mis en pause. Mais les contrats d'énergie hydroélectrique, eux, prolongés jusqu'en 2040. Tiens, ça sent le virage stratégique. Soyons honnêtes, l'aluminium, ce n'est pas glamour. Ce n'est pas tendance, ce n'est pas sexy. Mais c'est indispensable. Et quand Alcoa éternue, c'est toute l'économie américaine qui chope la grippe. Constructeurs automobiles, fabricants d'électroménagers, géants du soda, artisans de fenêtres. Tous comptent sur Alcoa. Mais si le métal commence à venir de l'étranger, c'est l'ensemble de la chaîne qui en ressent les secousses. Et ça commence déjà à se faire sentir. Des licenciements dans des villes où les fonderies faisaient vivre tout un quartier. Des mineurs qui se demandent pourquoi la prochaine expédition tarde. Des chauffeurs de camions à qui on annonce qu'il n'y a plus de trajet cette semaine. Pas parce que la demande a baissé, mais parce que le métal brut, désormais, arrive du Québec. Et Alcoa, eux, ne le cachent même pas. Ils l'ont écrit noir sur blanc dans leur rapport trimestriel, ce que personne ne lit. Rien que sur les 3 premiers mois de 2025, l'entreprise a absorbé un coût de 20 millions de dollars à cause des tarifs. Et il prévoit une claque de 90 millions supplémentaires au trimestre suivant. C'est pas une égratignure, c'est un coup de massue. Et ils l'ont dit clairement, aucune intention de redémarrer les fonderies américaines mises à l'arrêt. Traduction, ça leur revient moins cher de produire ailleurs, et de renvoyer l'aluminium chez nous. Pourquoi? Parce que le Canada, et en particulier le Québec, offre un atout imbattable, l'électricité verte à bas coût. On parle ici de 2100 MW d'énergie hydroélectrique garantie jusqu'en 2040. Assez pour faire tourner un pays entier, ou presque. Et tout ça, dédié à faire fondre de la bauxite et produire un aluminium haut de gamme pour Alcoa. Conséquence directe, chaque tonne fabriquée là-haut, c'est un poste en moins dans le Kentucky. Un quart de travail perdu au Texas. Un dîner local qui ferme plus tôt le soir parce que le personnel n'a plus de clients. C'est une disparition lente, sournoise. Comme voir le centre commercial de ton enfance se transformer en friche, petit à petit. Sans drame, sans effondrement brutal. Mais un jour, tu lèves les yeux et c'est vide. Et ne va pas croire que c'est une parenthèse temporaire. On ne signe pas des contrats d'énergie pour 15 ans. Et on ne met pas des milliards sur pause aux États-Unis juste pour tester une option. L'avenir d'Alcoa est en train de s'écrire dans des moules québécois. Pas dans les fours américains. Alors la prochaine fois que tu ouvres une canette, que tu poses la main sur le capot d'une voiture flambant neuve,
ou que tu admires la façade d'un gratte-ciel étincelant. Demande-toi, est-ce encore de la brillance américaine? Ou juste un éclat importé? Parce qu'Alcoa, eux, n'attendent plus. Le camion est déjà parti. Numéro 3, Campbell Soup. Qui aurait cru que même une simple soupe finirait par quitter l'Amérique? Et pourtant, c'est bien ce qui se passe. Campbell, oui, la soupe Campbell, ce symbole chaleureux, ce petit bol rouge et blanc présent dans chaque placard depuis toujours, est en train de faire ses valises pour s'installer plus au nord. Ce n'est pas un vieux produit des années 90 qui disparaît. On parle ici d'un géant de l'agroalimentaire qui pèse plusieurs milliards. Et qui en a ras-le-bol des coûts qui s'envolent et d'une politique économique américaine en pleine turbulence. Voici le nerf de la guerre. Plus de 90% des produits Campbell sont conditionnés dans des boîtes en aluminium. Alors quand les États-Unis imposent un tarif douanier de 25% sur l'alu canadien, puis rehaussent encore les prix dans la foulée. Ce n'est pas juste une mauvaise passe. C'est une menace directe pour la viabilité des produits Campbell. Parce que Campbell, eux, ne fabriquent pas l'aluminium. Ils l'achètent. Et quand les fournisseurs augmentent leurs tarifs, c'est le consommateur qui finit par en faire les frais. Sauf que leur clientèle, ce ne sont pas des millionnaires. Ce sont des familles avec des budgets serrés, qui ressentent chaque centime. Et si le prix d'une boîte augmente de 10 cents, beaucoup vont soit changer de marque, soit tout simplement renoncer à la soupe. Alors Campbell a dû choisir. Augmenter ses prix et risquer de perdre sa clientèle fidèle. Ou déplacer une partie de sa production là où les coûts sont plus stables. L'énergie est moins chère. Et les règles du jeu un peu moins absurdes. Le choix a été vite fait. Pas d'événement tape à accent grave-l'œil. Pas de publicité dramatique. Juste un transfert discret. Des contrats d'emballage signés en Ontario. Des offres d'emploi qui fleurissent à Toronto et à London. Et une tendance très nette, ça ne part pas vers le sud. Mais attention, ce n'est pas qu'une affaire de canettes. Derrière chaque boîte de soupe, il y a tout un monde. Une imprimerie d'étiquettes en Ohio. Un producteur de carottes dans le Michigan. Un chauffeur routier en Pennsylvanie. Alors dès que Campbell déplace une partie de sa chaîne ailleurs, c'est tout un écosystème qui vacille. Et niveau finance, 2025 a été un signal d'alarme. Les prévisions de croissance ont été revues à la baisse, passant de 11% à seulement 6 ou 8%. Pourquoi? À cause des droits de douane, de la hausse des prix de l'aluminium, de l'énergie devenue trop chère. Leur propre rapport trimestriel a tiré la sonnette d'alarme. Un impact de 90 millions de dollars sur un seul trimestre. Rien que pour l'aluminium et l'acier. Et pendant ce temps, le Canada devient de plus en plus attractif. Énergie bon marché, cadre réglementaire plus stable. Pas de montagne russe sur les taxes. Alors oui, on comprend pourquoi Campbell délocalise tranquillement. Les ports de Montréal tournent à plein régime. Pendant que certaines usines américaines tournent au ralenti. Ou s'arrêtent complètement. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que ce n'est pas une histoire de soupe. C'est un signal d'alerte. Quand emballer un produit alimentaire de base devient trop coûteux, les dominos commencent à tomber. Si Campbell ne peut plus faire de bénéfices sur une simple boîte de soupe, sans augmenter les prix au point de perdre ses clients, jusqu'où ça ira? On ne parle plus ici d'inflation saisonnière. C'est une hausse des prix durables, sur des produits essentiels. Et bien sûr, aucune entreprise ne veut faire la une avec. Campbell Soup quitte l'Amérique. Alors il bouge lentement, silencieusement. Moins de boîtes produites ici. Plus de contrats signés là-bas. Moins d'emplois, moins d'activités. Mais personne ne dit rien. Alors la prochaine fois que tu réchauffes ton bol de soupe au poulet, et que tu vois écrit « Produit au Canada » sur l'étiquette, ce n'est pas un simple détail sympa. C'est la preuve que même une icône de la cuisine américaine est en train de quitter la table. Pendant que nous, on croit encore qu'elle cuisine dans la pièce d'accent grave côté. Numéro 2, Tesla. Autrefois, Tesla faisait vibrer l'Amérique avec ses grandes annonces. Aujourd'hui, l'entreprise chuchote en français et trace ses plans en Ontario. Ce n'est plus seulement l'automobile qu'il réinvente, c'est aussi la carte de l'innovation technologique, ligne par ligne. Et pendant que tout le monde regarde ailleurs, Tesla, elle, avance ses pions avec méthode. Il ne s'agit pas d'un buzz de plus, ni d'un tweet d'Elon Musk à faire exploser Internet. Non, c'est une stratégie froide, calculée, alignée sur les données du moment. En 2025, la réalité saute aux yeux. Les réseaux électriques américains sont en souffrance. Les factures d'électricité grimpent plus vite que les actions Tesla à leur apogée.
Et chaque projet d'usine devient un casse-tête bureaucratique où les feux verts et rouges s'alternent comme dans un jeu d'enfant. Alors, Tesla ne s'est pas mise à crier. Elle a juste recalculé et trouvé un terrain beaucoup plus stable, le Canada. En Ontario et au Québec, c'est clair comme de l'eau de roche. De l'énergie propre et abondante grâce à l'hydroélectricité. Des autorisations rapides. Et surtout, un accès stratégique aux matériaux critiques, lithium, graphite, terres rares. C'est le jackpot pour une entreprise de batteries et de voitures électriques. Pendant que certains projets américains piétinent dans des procédures environnementales sans fin, Tesla, au Canada, passe déjà de la planche à dessin à la ligne d'assemblage. Prenons l'exemple de l'usine de Markham, près de Toronto. Ce n'est pas un petit site secondaire. C'est en train de devenir le cœur battant de l'automatisation chez Tesla. Les offres d'emploi se multiplient. Ingénieurs, spécialistes en robotique, développeurs de logiciels. Et tout ça, sans qu'Elon ait eu besoin d'en parler sur X, anciennement Twitter. En un clin d'œil, les machines qui fabriquent les Tesla ne viennent plus du Texas, mais sont conçues au nord de la frontière. Et ce n'est pas tout. Au Québec, Tesla prépare un plan bien plus ambitieux. Construire toute une filière, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fabrication des batteries. Et ils ne sont pas seuls. Le gouvernement canadien a mis en place un programme d'investissement massif, plus de 52 milliards de dollars, pour développer une chaîne complète dédiée aux batteries. Autant dire que c'est un tapis rouge déroulé pour Tesla. Et ils l'ont bien compris. Pendant ce temps, côté américain, les pannes de courant deviennent presque habituelles. Les prix de l'électricité réservent plus de surprises qu'un film d'horreur. Et construire une gigafactory sans interruption devient une mission impossible. Officiellement, Tesla ne dit rien. Mais en coulisses, les projets US prennent du retard. Certains sont mis sur pause, d'autres sombrent dans le silence radio. Certains diront que ce n'est pas une fuite, juste une expansion. Mais voilà le point clé. Quand Tesla bouge, tout le monde suit. Fournisseurs de puces, start-up d'intelligence artificielle, partenaires en recharge solaire. C'est tout un écosystème qui s'installe avec eux. Donc quand Tesla commence à s'ancrer au Canada, l'effet domino est immédiat. Et pourtant, malgré un effondrement de 87% des ventes au Québec en 2025, à cause du gel des subventions et de nouvelles taxes, Tesla continue d'investir. Pas pour vendre, mais pour s'implanter durablement. Alors que les États-Unis débattent encore de primes pour les véhicules électriques, de syndicats et de subventions à tiroir. Le Canada, lui, dit simplement « Vous avez besoin de terre, d'énergie et de stabilité ? Installez-vous ». Et Tesla creuse. Littéralement. Ce que ça veut dire, que l'entreprise qui incarnait autrefois le génie technologique américain, construit désormais son avenir en dehors des frontières américaines. Pas avec fracas, mais doucement. Composant après composant, robot après robot. Peut-être que le cybertruck que tu attends depuis des années sortira d'une usine avec un léger givre canadien sur sa carrosserie. Peut-être que la technologie solaire dernier cri, ou les batteries boostées à l'IA, seront le fruit d'équipes basées à Montréal, qui prennent leur pause café chez Tim Hortons. Tesla ne tourne pas complètement le dos à l'Amérique. Mais il mise sur un autre cheval, avec lucidité. Et si cette transition se fait dans le silence, c'est encore plus inquiétant. Parce que l'avenir ne se construit plus seulement. Il se déplace. Numéro 1 Ford. Ford. La marque qui, un jour, a mis le monde sur roue. Aujourd'hui, elle tourne le volant dans une direction totalement inattendue. Et non, ce n'est pas vers Détroit. Symbole du muscle américain, incarnation de la classe ouvrière et des autoroutes sans fin. Ford déverse désormais des milliards, au Canada. Oui, tu as bien entendu. En 2024, sans faire de bruit, Ford a injecté 2,3 milliards de dollars dans son usine d'Oakville, en Ontario. Pas à Détroit, pas en Ohio, même pas au Texas. Et le but n'était pas de construire de petites voitures électriques. Non, c'était pour produire l'un de leurs modèles les plus puissants, les plus rentables. Les fameux F-Series Super Duty. Des camions robustes, adorés du public, qui font le gros du chiffre. Et pendant que certains débattaient encore du duel essence-électrique, Ford, lui, traçait une nouvelle carte de la production nord-américaine. En silence. À la base, Oakville devait devenir une méga-usine dédiée aux SUV électriques. Mais quand l'euphorie des EV s'est calmée et que le coût des batteries a explosé, Ford a freiné. Les projets électriques repoussés à 2027. Et à la place, retour aux camions thermiques. Et devine où c'est plus simple, moins coûteux et plus rapide de les fabriquer ?
Encore une fois, en Ontario. Là-bas, l'électricité provient à 90% d'énergie renouvelable, principalement de l'hydroélectricité. Propre, stable, abordable. C'est presque trop beau. Attention, Ford ne claque pas la porte aux États-Unis. Ils optimisent. Pendant que les usines américaines croulent sous les coups, que les négociations syndicales deviennent des batailles rangées. Le Canada, lui, déroule le tapis rouge. En Ontario, on leur a dit « Vous cherchez du terrain, de l'électricité propre, des incitations fiscales ? C'est ici. » Et Ford a répondu « Marché conclu. » Résultat, 1800 emplois garantis pour les Canadiens. Des fournisseurs de pièces qui redirigent leurs contrats. Et des villes américaines qui voient doucement les opportunités leur filer entre les doigts. Ce n'est pas un effondrement brutal. C'est une fuite lente. Goutte à goutte. Un glissement industriel presque invisible, mais aux effets bien réels. Alors la prochaine fois que tu croises un F-150 rugissant sur l'autoroute, prête attention à la petite étiquette derrière. Parce que ce symbole de virilité américaine, il pourrait bien avoir un accent ontarien. Voilà. Tu viens de voir 6 géants américains se délocaliser, doucement mais sûrement, vers le nord. Ce n'est pas de l'alarmisme. C'est un signal d'alerte. Les logos restent rouges, blancs et bleus. Mais les machines tournent désormais au rythme de l'hydroélectricité canadienne. Et si les piliers de l'industrie US font déjà leurs valises, qu'est-ce qui suit? Reste avec nous, ce n'est que le début. Abonne-toi, laisse un commentaire et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que Made in USA, c'est ce que c'était.